Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale Fête des Mères. Vous le savez déjà, c'est aujourd'hui la traditionnelle Fête des Mamans, une occasion souvent saisie par les uns et les autres pour témoigner reconnaissance, amour, fierté à toutes ces mères, génitrices ou autres femmes qui ont fait office de maman, qui n'ont souvent ménagé aucun effort pour protéger, éduquer, aimer et préparer à la vie le fruit de leurs entrailles, pour certaines et pour d'autres, le fruit de leur espérance. De nos jours, on note une nécessité pour les mamans de migrer de leur statut de femme ménagère vers celle de femme acteurs de développement qui apportent une valeur ajoutée au foyer et à la nation. Mais comment arrivent-elles à concilier leur rôle de mère et ce rôle de fonctionnaire? Eh bien, comment doivent-elles procéder pour maintenir le juste équilibre pour la bonne éducation des enfants et leur propre épanouissement? On en parlera dans ce premier panel de ce plateau qui va nous conduire dans l'univers de nos mamans. Dans un second panel, nous aborderons la portée sociale et spirituelle d'une mère au sein de la famille. Et pour ce premier panel, nous avons, pour mener la discussion sur ce plateau, Madame Lucienne Aliko Oguma. Elle est spécialiste en sciences du mariage et de la famille. Madame Oguma, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Horacia, de m'avoir invité pour participer à ce débat. Nous avons également sur ce plateau Mme Micheline Adjovi. Elle est coach en développement personnel et psychologue de l'enfant. Mme Adjovi, bonjour. Oui, bonjour Horacia. Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour nous. Alors, nous allons démarrer cette discussion. Madame Oguma, dites-nous, que représente pour vous une mère? Merci. Je peux dire qu'une mère est tout. Elle est mère, elle est épouse, elle est amie, elle est confidente. La maman ne peut jamais être remplacée par quelqu'un d'autre. C'est pour cela que j'ai dit qu'elle est tout. Elle est tout pour l'enfant, elle est tout pour la nation, elle est tout pour sa famille. Alors, je vais reposer la même question à Mme Adjovi. Mme Adjovi, qu'est-ce que être mère selon vous? Merci beaucoup, Horacia. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de rendre hommage à toutes les mères du monde entier et particulièrement à celle du Bénin, à ma maman, aux grands-mères, tous ceux qui ont eu une fois dans leur vie cette grâce de porter et de donner vie. Être mère, c'est avoir la grâce de porter dans ses entrailles un enfant et de lui donner vie. C'est un grand mystère parce que nul ne sait d'où l'eau a généré pour entrer dans le coco. Et c'est de la même manière que nul ne sait. L'homme a porté le germe, certes, mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne, après 9 mois, un enfant qu'on accouche et qui crie et qui devient un être? Une mère, c'est cet être-là qui a engendré. Et cette personne-là, elle n'est pas remplaçable. Elle est unique pour avoir porté, pour avoir donné vie, pour avoir éduqué. Parce que lorsqu'on est mère, on transmet sa part d'héritage au fruit de ses entrailles. On est transmetteur, transmettrice. On porte le flambeau, on porte le relais à l'enfant, au fruit de ses entrailles. C'est être mère. Et être mère, c'est le socle du ménage, c'est le socle du foyer. Un ménage,
sans une femme, sans une épouse, sans une mère, ne vibre pas. Il n'y a pas vie. Il n'y a pas vie tant qu'il n'y a pas une femme au sein d'une maison. La vie émane de la mère. Voyez. De la mère, Madame Adjovi, mais dites-nous, est-ce que vous pensez que c'est compatible d'être mère et fonctionnaire à la fois? Bien sûr, c'est une question d'organisation. Hier, nos mamans étaient stables dans le ménage. La stabilité, l'immobilité, pour ne s'occuper que du ménage et des enfants. Et l'homme, à qui on donne quitus d'être mobile pour aller chercher des subsides pour la famille, est toujours parti. Et c'est la femme qui reste. Mais aujourd'hui, les données ont quelque peu changé parce que la femme aussi doit apporter sa pierre à l'édifice commun. Et pour cela, la femme s'organise, bien que mère, d'aller chercher des sources de revenus pour compléter l'homme. C'est la complémentarité dans l'unité, en fait. C'est ça qui permet à la femme, c'est ça qui amène la femme dehors pour aller chercher, pour ne plus laisser cette charge immense seulement sur les épaules de son conjoint, qui est en même temps son partenaire. Elle lui porte une aide consistante. Parce que le ménage, déjà, c'est une charge portée par la femme. Et en plus du ménage, elle apporte encore une charge, des ressources financières pour l'aider dans l'accomplissement et dans l'épanouissement de la famille qu'ensemble, ils fondent ou bien qu'ils ont fondé. Merci, Madame Adjovi, Madame Ogouma. Est-ce qu'il y a compatibilité entre rôle de mère et fonctionnaire? Certes, il y a compatibilité, mais cela dépend de la profession que la femme exerce. Toutes les professions n'ont pas les mêmes exigences et travailler prive le foyer d'une certaine disponibilité de la part de la maman. Quand la femme est, par exemple, une sage-femme ou bien agent de santé et qu'elle doit laisser le bébé pour aller monter des gardes, quitter la maison carrément, elle est obligée d'avoir recours à une aide pour suppléer à ses fonctions de mère. Et tout cela engendre une certaine frustration au niveau des enfants et même au niveau de l'époux. Mais une mère qui est obligée de travailler sait déjà qu'elle doit planifier, mobiliser les ressources, organiser et mettre en œuvre les activités qui lui sont nécessaires pour qu'elle concilie son travail et son rôle de mère et d'épouse. Les deux vont ensemble. Merci, Madame Ogouma. Madame Adjovi, Madame Ogouma a commencé à le dire, jouer ce rôle, ce double rôle de mère et de fonctionnaire, ça ne doit pas être facile. C'est pas facile. Je l'ai dit à l'entame que c'est une question d'organisation. Et Madame Ogouma a dit que toutes les professions ne s'y prêtent pas toujours. Et c'est vrai. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'une aide. Lorsque la profession nécessite une longue absence à l'extérieur de la maison, on a besoin d'une aide pour s'occuper des enfants. Et certaines professions, effectivement, ne sont pas compatibles. Vous, les journalistes, par exemple, vous êtes tout le temps partis. Donc, les femmes journalistes doivent accomplir leur devoir de mère. La femme est appelée à être mère. La femme, son rôle sacré, c'est d'être mère.
pour agrandir la famille et agrandir la nation. Ce n'est que par la mère qu'on peut agrandir, qu'on peut développer. Donc, nous sommes appelés en tant que femmes à être mères, même si certaines femmes décident de ne pas y être. Mais la mère, être mère, c'est une fonction sacrée accordée à la femme. Et toutes les femmes sont mères. Que vous ayez ou pas d'enfants, vous êtes mère. Et dans nos sociétés, on confie des nièces à celles qui n'ont pas pu engendrer. Donc, certaines fonctions empêchent la femme qui travaille de rester tout le temps, de jouer pleinement ce rôle. Et dans ces cas-là, on fait appel à une sœur ou bien à la maman de venir en aide. Mais aujourd'hui, les choses se sont améliorées. Les structures de garde existent de nos jours et sont là pour suppléer à l'absence de la femme. Et c'est beaucoup plus crédible lorsque vous allez confier votre enfant à un service de garderie. Cette structure s'en occupe et vous consacrez à votre profession en toute sérénité. Et à la fin, vous cherchez votre enfant et vous continuez votre rôle de mère, d'épouse aussi facilement. Donc, chemin faisant, le temps même arrange la situation au profit des femmes. Et moi, je ne peux qu'applaudir cela. C'est vrai, il existe des garderies, mais toutes les femmes n'apprécient pas, toutes les femmes n'acceptent pas les services de ces garderies. Madame Ogoumon, vous avez été sage-femme. Dites-nous, comment est-ce que vous gériez dans le temps? Oui, nous avons géré tant bien que mal. Parce que quand vous êtes enceinte, vous êtes obligé de monter les gardes. Vous travaillez comme tout le monde. Quand vous accouchez, 14 semaines après, non, oui, vous avez 14 semaines de congé de maternité. Donc 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après l'accouchement. Donc déjà à 2 mois, vous êtes obligé d'abandonner le bébé pour aller monter des gardes. Soit c'est des gardes de 8 heures, des gardes de 12 heures. Parfois, à la Cugo, nous montions des gardes de 24 heures. Et l'enfant est à la maison. On est obligé de l'alimenter au biberon. Et très tôt déjà. Très tôt. Oui. Et de l'autre côté, vous avez un engorgement mammaire qui ne dit pas son nom parce que vos seins sont engorgés. Vous êtes obligé de les vider. Et c'est très douloureux aussi. Et toutes vos pensées sont tournées à la maison. Comment est-ce que dans ces conditions, on peut donner un bon rendement? Il faut faire violence sur soi-même, manifester une certaine abnégation, un amour de sa profession et un certain dévouement pour pouvoir concilier les deux. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Mais le Seigneur nous aide toujours parce qu'une maman qui est de garde, si la nuit quelque chose arrivait au bébé, nous devons remercier le Seigneur de nous avoir aidés tout au long de notre parcours et remercier aussi les époux conscients qui étaient avec nous et qui s'occupaient de ces enfants en notre absence. Parce que si le bébé ne trouve personne, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère et il n'y a que l'aide. Si l'enfant a un problème la nuit, elle peut faire quoi? Nous devons dire que c'est Dieu qui nous a aidés tout au long de notre parcours, puisque tout vient de lui et tout retourne à lui. Et c'est lui qui nous a demandé de travailler.
pour pouvoir manger à la sueur de nos fronts. Il nous a donné l'enfant puisqu'il nous a dit de procréer. Mais il nous a aussi dit d'éduquer. Parce que procréer sans l'éducation est un péché. Et justement, et ça fait partie des conséquences de cette absence de la maman dans la maison. Madame Madjovi, c'est vrai, la maman doit laisser l'enfant et aller travailler, mais cette absence génère des conséquences. Vraiment. Et c'est pour cela qu'il y a des garde-fous. On a toujours quelqu'un à la maison pour s'en occuper. Abandonner carrément, ce n'est même pas possible. Une femme qui ne trouve personne à qui confier son enfant ne peut pas aller travailler, ce n'est pas possible. Elle doit nécessairement trouver quelqu'un pour confier son enfant, pour être à l'aise dans ce qu'elle fait. Sinon, elle sera seulement présente de corps. Elle ne peut même pas abandonner son enfant et aller à un travail quelconque. Ce n'est pas possible. Mais l'éducation de l'enfant... Ce n'est pas possible. Donc, il faut nécessairement trouver quelqu'un pour s'en occuper et revenir. Dieu a su concevoir la femme de telle manière qu'elle est multidisciplinaire. Elle embrasse beaucoup de choses à la fois. Et ça marche. Il suffit d'avoir du cœur à l'œuvre. Il suffit d'avoir cette volonté. Il suffit de s'engager pour réussir. Lorsqu'on s'engage réellement, on trouve toujours des portes de sortie pour concilier rôle d'épouse, rôle de mère et rôle d'éducatrice que nous sommes. Parce que l'éducation de base, c'est à la maison. L'école de la vie, c'est à la maison. Ce n'est pas à l'école. À l'école, on nous apprend seulement A et B. Mais le principal, l'essentiel, c'est inculquer à l'enfant à la maison de ses parents et des parents qui est beaucoup plus disponible. C'est la femme d'abord. C'est la femme d'abord. L'homme vient. L'homme joue sa partition. L'homme joue son rôle. Mais le rôle capital, la personne qui doit être en permanence là pour sa famille, c'est la femme d'abord qu'on voit. C'est son rôle. Si ce n'est pas que la femme devrait suppléer aux charges du ménage, la femme, son rôle, c'est de s'occuper de sa famille. D'être là pour sa famille. Et c'est d'ailleurs cette présence continue qui fait le lien entre la maman et les enfants. Parce que la femme est là tout le temps. Elle ne dort pas. C'est les soins, c'est l'affection, c'est la tout. C'est elle. Il y a certains hommes de bon cœur qui s'y mêlent, qui s'y impliquent. Mais ils sont rares. Il faut avoir la chance de tomber sur ces hommes qui s'impliquent sérieusement dans la gestion de leur ménage. Pour eux, ils donnent seulement, ils contribuent financièrement et c'est fini. Mais si l'enfant ne dort pas, la maman ne dort pas. Et le lendemain, elle doit être encore au travail et donner. Parce que pour évoluer, comment on dit, pour avoir de promotion, il faut donner de bons rendements. Si la femme ne donne pas de bons rendements dans son service, elle n'est pas promue. Donc, nous voulons la promotion. Nous voulons tout avoir. Donc, il faut donner beaucoup plus. Pour être un être extraordinaire, il faut donner beaucoup plus. Vous ne pouvez pas croiser les bras et dire « je suis maman ». Non, 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 non. On se donne, on s'organise. C'est l'organisation, la compréhension du mari, la compréhension de la famille. Et aujourd'hui, j'ai dit, il y a des structures qui aident les jeunes mamans. Moi, en mon temps, j'ai fait mes enfants avant de commencer par travailler. Quand j'ai fini mes études, je me suis donné un temps et j'ai fait mes enfants. Et après, quand les enfants ont commencé par grandir, allez, j'ai trouvé du travail. Mais tout le monde, chacun avec son expérience. Moi, c'est mon expérience, ça. Et ça a été un peu facile pour moi. Mais les femmes qui, tout en travaillant, deviennent mères, c'est pas facile. Il faut les encourager. Il faut tout un accompagnement. Sinon, la dépression arrive très vite.
L'enfant qui ne vous permet pas de dormir la nuit parce qu'il crie, il pleure. Et il doit, vous le têtez, il ne se tait pas. Il ne se calme pas, c'est pas ça. Il veut que vous soyez là, que vous vous amusez avec lui, que vous le dorlotez. Il veut vous voir, il veut vous sentir, il veut sentir votre présence. Et demain, vous devrez encore être au travail. Vous voyez ça. Donc, et c'est ça qui fait que les enfants sont très attachés. C'est un lien d'attachement très fort que beaucoup de papas ne comprennent pas toujours. Mais on s'est donné, lorsque vous vous donnez si tant, les enfants même le reconnaissent. Parce qu'on met tout dedans. On met tout dedans pour que ça marche. Merci, Madame Adjovi. Madame Ogouman, l'éducation ne prend pas un coup, l'absence de la maman régulièrement de la maison. Oui, ça prend certainement un coup, mais quand la maman n'est pas de service et qu'elle est là, elle doit suppléer. Elle ne doit pas toujours tout laisser à la portée de l'aide de maison qui s'occupe de l'enfant en son absence. Elle doit manifester sa présence et s'impliquer dans tout, donner beaucoup d'amour compensateur pour que l'enfant voie la différence qu'il y a entre quand maman est à la maison et quand elle est partie au service. Sinon, quand vous laissez tout à la portée des enfants, à la portée des aides, c'est elles qui deviennent l'objet d'amour de vos enfants. À la limite, vos enfants se détachent peu à peu de vous à votre insu. Et vous oubliez même que cette aide peut partir à tout moment. Elle peut décider de quitter votre maison à tout moment et ça peut entraîner un déchirement au niveau des enfants et même un malaise. Donc, quand vous êtes là, vous devez tout donner et baliser votre terrain, vous imposer pour que l'enfant sache que oui, maman est là, elle se donne, elle donne tout. Donc, il faut marquer la différence entre votre présence à la maison et quand vous n'êtes pas de service, restez à la maison, cajoler les enfants, jouer avec eux, manifester de l'amour avec ces enfants et manifester aussi le rayonnement de l'harmonie et de la patience vis-à-vis des enfants et de votre époux pour que les enfants sachent que là, quand maman est là, c'est différent et il fait bon vivre au sein de notre famille quand maman est là avec papa. Madame Adjobi, nous sommes pratiquement au thème de ce premier panel. Quel message vous avez à l'endroit des mamans, surtout des jeunes mamans, en ce jour de la fête des mères? Ah oui. Le message principal que j'ai, c'est que les mamans doivent se donner du temps pour les enfants. À notre ère, on est tout le temps dehors et les enfants sont laissés à eux-mêmes. Il faut se donner ce temps-là pour être présente au sein de sa famille, autour de ses enfants. Les week-ends, les samedis, c'est les décès. Le dimanche, c'est ravitaillement et autres. Et on est tout le temps partis. Les enfants, les jours ouvrables, le soir, tous les enfants dorment déjà avant que les parents n'arrivent à la maison. Donc, le week-end, moi, je demande vraiment que les parents, surtout la maman, les deux, c'est l'idéal. Les deux, c'est l'idéal. Mais à défaut des deux, au moins la mère puisse être avec ses enfants le week-end et leur donner d'amour, s'amuser avec eux. Le temps qu'elle n'a pas pu donner au cours de la semaine, qu'elle puisse rattraper ça
au cours du week-end et préparer pour que le repas se prenne en famille, ensemble avec papa et les enfants. Et animer une bonne ambiance à la maison, qu'il y ait harmonie et que les enfants voient. Parce que ce n'est pas l'exemple qu'on éduque un enfant. C'est ce que vous faites au quotidien, que les enfants imitent souvent. Ce n'est pas ce que vous sortez de la bouche, non. C'est ce que vous faites devant eux, qu'ils imitent demain. Donc, il faut que les enfants voient cette harmonie dans la famille, cette joie, et que si l'enfant fait mal, de réprimander. De réprimander, vous m'excusez, mais s'il fait bien, d'encourager, encourager, appeler son enfant champion, appeler son enfant trésor et l'encourager à donner le meilleur de lui-même, toujours le meilleur de lui-même pour qu'il soit notre fierté demain. Inculquer depuis la base des notions d'éthique, d'honnêteté, ça s'apprend à la maison. Ça s'apprend à la maison et ça s'apprend aussi par l'exemple. Comment vous vous comportez devant le bien public? Comment les parents se comportent devant les biens publics? Ça impacte l'enfant. Merci beaucoup, Madame Adjovi. Mesdames, Messieurs, nous sommes au thème de ce premier panel. Nous avons parlé de la gestion du double rôle de mère. Nos mamans sur ce plateau ont donné des approches de solutions pour un bon équilibre, entre vie professionnelle et vie personnelle pour que ces deux ne soient pas en conflit. Je rappelle que nous avions sur ce plateau Madame Lucienne Aliko Ogouma. Elle est spécialiste en questions de mariage et de la famille. Et nous avions également sur ce plateau Madame Micheline Adjovi. Elle est psychologue de l'enfant. Elle est également coach en développement personnel. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau pour parler cette fois-ci de la portée sociale et spirituelle d'une mère au sein d'une famille. Et pour aborder la question, nous avons sur ce plateau Monsieur Alain Rouillot. Il est spécialiste des questions de famille. Monsieur Rouillot, bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Vincent Yaoumé. Monsieur Valentin Yaoumé, il est sociologue. Oui. Socio-anthropologue. Socio-anthropologue, voilà. Monsieur Yaoumé, dites-nous, que représente une mère du point de vue social pour son enfant? La mère est la figure centrale de la société. Une enquête menée il y a quelques années aux États-Unis a montré que environ 95% des personnes interrogées ont dit que la personne qui les a influencées de façon significative et de façon constante pendant longtemps dans leur vie est une femme. Soit une mère, soit une monitrice d'école, mais beaucoup plus la mère, parce que la mère donne l'image de la sécurité, en même temps l'image de l'assurance et en même temps l'image de la vie. C'est un peu un endroit, la mère est un peu l'image de non seulement de la fertilité qui nous donne la vie, mais qui nous maintient dans la vie. Donc c'est par rapport à ça que la mère est très importante dans une société. Monsieur Alain Rouillot, une mère, ce n'est pas seulement celle qui porte l'enfant dans son sein pendant 9 mois. Dites-nous, quel rôle joue-t-elle sur le plan spirituel pour l'enfant? Je crois quand même que la première école de façonnage religieux de tout être humain, c'est avant tout la maman. Pourquoi? Parce que depuis le ventre, la maman dialogue avec son enfant, échange avec son enfant et dit beaucoup de choses. Et ce que beaucoup ignorent, surtout nos filles qui avortent, c'est que déjà, pendant que l'enfant est porté par une mère,
il y a comme une relation mystérieuse qui est entretenue entre l'enfant en devenir et la maman. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que quand la maman prie, l'enfant prie avec. Quand la maman jubile, l'enfant jubile avec. Donc, avec ce que mon collègue vient de dire, je suis entièrement d'accord. Pourquoi? Parce que depuis le ventre, l'enfant vit quelque chose de spécial avec sa mère. Et On cela dit s'entend. souvent à la femme enceinte de beaucoup parler à l'enfant. Oui, voilà. Et de plus en plus, et nous conseillons aux mamans de le faire, même au papa, de venir embrasser l'enfant à partir du ventre. L'enfant est content. Et vous savez, il y a l'Odyssée de la vie. Voilà. Il y a un film qu'on appelle Odyssée. Il doit le savoir. Vous savez, quand la maman danse, l'enfant danse. Quand la maman est en joie, l'enfant est en joie. Mais tenez-vous tranquille, quand la maman vit des angoisses, l'enfant aussi les vit comme si c'est lui-même qui vit tout cela. C'est très important. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. On doit faire très attention pour se dire, attention, une mère, oh, ne me faites pas pleurer. Parce que je pense à ma mère. Ce que je suis, je lui dois beaucoup. Je me rappelle un jour, je revenais du collège quand j'ai rencontré ma mère dans la rue de Cotonou. Et elle portait l'étalage. J'ai dit, mais maman, c'est quoi? Mais tu as ton étalage, attends pas. Et ma mère me dit, mon fils, rester derrière l'étalage, attends pas. Je risque de ne pas rentrer à la maison avec quelque chose. C'est mieux que je promène. J'étais avec mes parents. Vous savez, quand on est jeune et qu'on est avec son groupe là, On est un peu mal à l'aise. On est un peu mal à l'aise. J'étais obligé de quitter le groupe et de la suivre. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est pour moi. C'est pour moi. Une mère. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Vincent Yaouma, Valentin Yaouma, autant pour moi, quel comportement une mère doit adopter pour être un exemple pour son enfant? Déjà par rapport à ce que M. Mouyo a dit, il faut partir de là. Tout part de la communication. Comme vous avez parlé de la religion, le phénomène religieux, dans tout phénomène religieux, la femme prend toujours l'ascendance. Même dans les religions où on la relègue au dernier rang, mais c'est elle qui fait un certain nombre de choses que l'homme ne peut même pas faire. Et cela fait que dans toute communication, elle communique sa conviction religieuse à l'enfant depuis qu'elle est dans le ventre. Et je suis très d'accord avec cette communication-là, mère-enfant, et dire juste aux pères qui sont vraiment des dictateurs ou des soulards, qui rentrent toutes les fois que vous rentrez et que votre femme a peur, votre bébé dans le fœtus, parlons même carrément du fœtus qui est dans le ventre, il ressent ça. Maintenant, pour revenir à votre question, je l'ai oublié en parlant des autres choses. Les comportements que la maman doit avoir dans la société. La première chose, c'est la responsabilité. On ne le dira jamais assez. Une femme qui est responsable impacte son enfant. Et l'enfant, en voulant agir, il pense à l'image de sa mère derrière lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de montrer l'exemple en toute chose. Je veux parler du comportement, je veux parler de la parole, je veux parler même de l'habillement, la façon dont elle fait, la façon dont elle prend les problèmes de la vie. C'est ainsi que l'enfant prend les problèmes de la vie. Vous savez, beaucoup d'enfants malades aujourd'hui portent les fardeaux psychologiques de leur maman parce qu'elle a vu sa maman souffrir, parce qu'il a vu sa maman dire certaines choses. Il dit, maman ne doit pas dire ça. Donc lui vit et il souffre à cause de ça. Donc c'est cette responsabilité-là. Mais c'est aussi beaucoup de patience. La maman, c'est vrai, elle est amour, mais quand elle dit 1, 2, 3 fois et que ça ne passe pas, elle tape dessus une fois et puis l'enfant se range. Mais vous savez, quelquefois, l'enfant ne comprend pas bien. Je ne sais pas si c'est un auteur, un chanteur français qui a chanté « Maman, j'ai besoin de toi ». Maman, prends-moi dans tes bras. Quand tu dis des mots compliqués, je ne comprends pas. Soit je ris, soit je pleure. Et quelquefois, nous refusons des choses à des enfants qui ne comprennent pas, qui sont encore des enfants. Et ils disent, je ne suis qu'un enfant.
Et nous avons besoin de rentrer dans leur langage, de rentrer dans leur compréhension pour leur dire des choses simples, pour dire ça simplement, pour que l'enfant prenne avec nous. Monsieur Rouillard, spirituellement, quels sont les comportements de la maman que l'enfant doit copier? Non, je crois quand même que on n'a pas trop cherché, parce que si la maman est spirituellement au point, cela se ressent. Qu'est-ce que vous mettez dans être spirituellement au point? C'est d'abord accueillir Dieu dans sa vie. Tout part de là. Accueillir Dieu dans sa vie. Savoir que nous sommes des créatures divines. Nous ne sommes pas des gens quelconques, des choses quelconques. C'est très important. Et c'est pour ça que souvent, nous disons à nos garçons, dans le choix d'une fille, observez si la fille craint Dieu. C'est très important. Si elle craint Dieu, le reste viendra. Parce que tout part de là. C'est le fondamental. Et lorsque vous vous attendez à rencontrer une femme, une mère spirituellement au point, mais demandez-vous, est-ce que la vie humaine est respectée en elle d'abord? Parce que la vie que nous avons est donnée par quelqu'un qui est maître de notre souffle. C'est vrai, nous sommes dans le monde. C'est vrai, nous nous permettons des choses. Mais attention, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Donc voilà des choses, je dirais des fondamentaux. Lorsque vous commencez par lire cela sur la vie, dans la vie d'une femme, d'une mère, dites-vous, elle va accompagner les enfants. Et elle va transmettre, parce que parlant de transmission, d'éducation, nous avons des valeurs transcendantes. Et quand je prends les valeurs transcendantes, je vois le bien. Est-ce que tout ce que maman fait s'inscrit dans le bien? Et il a dit, l'enfant ne fait que copier sa mère. L'enfant ne fait qu'imiter l'adulte. L'adulte qui doit et qui se doit d'être repère, exemple. Pourquoi? Parce que lui aussi, il vient de le dire. L'influence maternelle est telle que nous ne pouvons pas ôter une mère de notre vie. Je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est vrai que l'être humain, pour le définir, nous avons deux dimensions fondamentales. L'inné, ce que chacun de nous reçoit comme héritage de papa et de maman. Mais nous avons l'acquis. Et ce que vous me demandez part de la question du volet acquis. C'est-à-dire, qu'est-ce que je transmets? Fondamentalement. Mais il n'y a pas que ce que je vais dire. Il y a ce que je vais vivre. Donc, il y a un effort de cohérence entre ce que je transmets verbalement et ce que je vis. L'enfant étant dans une dynamique d'imitation, parce que dans la croissance, l'enfant observe, l'enfant vit. Chez maman, ça ne se passe pas comme ça. Là, vous lui donnez ce qu'on appelle des facultés structurantes. Parce que l'être humain, il y a évidemment l'inné, mais il y a l'acquis, et à côté de l'acquis, dans l'acquis peut-être, il y a ces transcendantaux comme le bien, le vrai et le beau. Est-ce que maman est vraie? Toutes les fois que maman parle à papa, est-ce qu'elle est vraie? Mais comment est-ce que l'enfant peut arriver à identifier? Donc, il y a ce que nous appelons l'osmose. Dans l'éducation, il y a ce qu'on appelle l'osmose. L'enfant rentre dans la dimension psychologique du vivre existentiel de sa maman. C'est très important. L'enfant ne parle pas, mais il observe, il enregistre. C'est très important.
C'est pourquoi quand certains s'amusent à dire que oh, famille, allez vous asseoir, j'ai dit mais c'est gravissime. Ce n'est même pas grave, c'est gravissime. La famille, c'est le socle de la société. Et la famille, c'est l'école des vertus sociales. La famille, c'est le sanctuaire de la vie. Voilà autant de définitions que nous donnons à la famille. Et l'élément central d'une famille, c'est avant tout la maman. C'est déterminant. C'est-à-dire, sans elle, il n'y a pas d'assise familiale. C'est clair que la présence d'une mère dans la vie d'un enfant est capitale, mais il existe des cas où des enfants évoluent sans leur maman à leur côté. Chers invités, avant de poursuivre cette discussion, et chers téléspectateurs, je vous invite à suivre cet élément. Si l'on constate dans un foyer qu'il n'y a pas de maman, il n'y a pas de femme, ça devient un foyer, disons, démuni, un foyer appauvri, un foyer dans lequel l'éducation des enfants est bafouée, ratée, abandonnée. C'est un frein pour le développement du pays. Lorsque dans un couple ou dans un foyer, il y a l'absence de la mère, d'abord le père même se recherche, il n'a pas le temps même de s'occuper des enfants, les enfants n'apprennent pas régulièrement les leçons. Du côté d'études, ça ne va pas, même s'il faut aussi aller en apprentissage. Quand l'enfant quitte la maison, la maman doit savoir l'heure qu'elle a quitté et la maman doit également savoir son retour. Maintenant, comme il n'y a pas quelqu'un là qui doit accomplir cette mission, cet enfant-là ne s'en sortira pas au bon sens. Je pense que c'est là le mérite ou l'importance capitale du rôle de la femme. Parce que souvent, et d'abord même, l'enfant est vite écouté, est plus même intéressé à sa maman. Car on dit souvent que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc une nation ou bien un foyer où il n'y a pas de femme, c'est un foyer où il y a de gouffres, c'est-à-dire un trou cotocal que l'on ne peut même pas remblayer et les conséquences sont souvent très désastreuses. L'éducation des enfants revient aux parents. Et quand on parle de parents, on parle de mère, on parle de père. Et donc le départ d'une mère dans un foyer aura nécessairement des conséquences, comment appelle-t-on, sur ce foyer. Des conséquences sont multiples. Vous voyez, une mère qui abandonne son foyer, par exemple, les enfants n'auront plus, comment appelle-t-on, l'affection maternelle. Une mère qui abandonne son foyer, son rôle de mère dans le foyer disparaît. Et c'est le papa il revient alors au papa d'assumer, comment appelle-t-on, ces deux rôles. Et je ne pense pas que le papa puisse assumer correctement si c'était même la mère qui était présente. Monsieur Vincent Yaoumé, vos impressions suite à cet élément? Suite à cet élément, je crois que les personnes interviewées ont abordé la question. La présence de la mère dans le foyer est centrale. En réalité, tout tourne autour d'elle. Observez les enfants quand ils quittent l'école, des plus petits aux plus âgés. Même s'ils sont à l'université, ils rentrent à la maison, la première chose qu'ils demandent est maman. Et après, ils se dirigent vers la cuisine. Mais qui a fait la cuisine? C'est maman. Et quelquefois, même quand il y a malcompréhension entre maman et les enfants, ça se résout beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement parce qu'elle est la médiatrice entre le papa et les enfants, disons, entre les enfants et la société. Et cela est très important. Maintenant, qu'il y a des cas qu'il faut déplorer, mais quelquefois, cela ne dépend pas de nous. Il arrive que la vie nous arrache cette personne que nous aimons très bien, nous l'arrache très tôt. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Quand cela arrive, il y a toujours quelqu'un sur notre chemin qui va jouer ce rôle. C'est vrai, elle ne le fera pas comme notre propre maman le fera, mais Dieu met toujours sur notre chemin quelqu'un qui nous aidera à le faire. Mais c'est aussi le cas de dire... Ce n'est pas toujours le cas, il y a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Il y a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes parce que nous avons déstructuré notre société. Merci. À la base, lorsqu'il y a décès d'une maman ou d'un parent,
notre société était tellement organisée qu'il y a quelqu'un qui prend en charge, la mère sociale qui est là, merci pour l'expression, qui accueille l'enfant et qui l'éduque. Et j'ai vu des cas où cette mère sociale-là préfère donner à manger à ses enfants orphelins et laisser à jeun ses propres enfants, parce qu'elle se dit que leur maman n'est pas là. Et si elle se plaignent, s'ils se plaignent, ce n'est pas bon pour elle-même. Donc, elle préfère le faire. Mais je voulais aborder aussi le cas des familles recomposées, où malheureusement, la dame qui vient à la maison prend les autres enfants qui sont là avant son arrivée pour des rivaux. Et malheureusement, ça nous fabrique des délinquants dans la société. Je suis obligé d'utiliser le mot, mais ça nous fabrique des délinquants dans la société. Ça nous laisse les délinquants sous les bras et ça devient un grand problème. C'est là qu'il faut appeler aussi à la responsabilité du papa, qui doit jeter un coup d'œil de temps en temps. Moi, j'en connais qui font des contrôles. Quand il vient à la maison, où ses enfants n'ont pas encore mangé, il fait des contrôles. Parce que la famille a été recomposée. Il sait qu'il y aura toujours un petit problème. Donc, c'est vrai, ce n'est pas toujours le cas, mais aussi, il y a des mains tendues aujourd'hui, il y a des organisations qui ont une oreille pour écouter ces enfants. Parce que ce qu'on ne sait pas généralement, un enfant laissé dans la rue, ce n'est pas qu'un individu. Mais ce n'est pas seulement qu'une famille. Vous voyez comment sont composées nos familles. Moi, je suis de la famille Yehoum, mais ma mère est d'une autre famille. Je me suis marié dans une autre famille et il y a des implications pas possibles qui jouent sur toute la société. Donc, c'est à ça qu'il faut interpeller les uns et les autres. Monsieur Rouillard, l'absence d'une maman aux côtés de son enfant, quelles sont les conséquences? C'est une catastrophe. Vous savez, on l'a déjà développé au début de cette émission, la mère est centrale dans la croissance normale de tout être humain. Mais quand vous venez à perdre cet être cher pour votre croissance sur tous les plans, vous comprenez, ça crée des vides. Et parlons peu et parlons bien. Et je dirais que ça laisse des traces. Quelle que soit votre évolution, moi, il m'arrive, seul au volant, de pleurer. Parce que peut-être, je me suis rappelé de mon père. Il serait en vie que je l'aurais à côté. Oh maman, ma maman qui m'a beaucoup donné. Mais moi, je suis un cas atypique. Et contrairement à tout garçon, moi, j'adorais beaucoup plus mon père, Joseph Oumouyo, père à son âme, que ma mère. Mais pourquoi? Et cela s'explique. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Lorsque vous êtes responsable d'une famille polygamique, il faut être responsable. Il faut être responsable. Et veiller pour éviter que tel ou tel enfant, quand bien même ils sont avec leur papa, ne soient pas esclaves. Parce que les mères, nous vous chérissons. Vous êtes tout pour nous. Mais dans le même temps, quand vous vous retrouvez dans un cercle polygamique, il y a par moments, sinon souvent, des mauvais tours que vous vous jouez. Vous comprenez un peu? Et lorsque un homme s'engage à se retrouver dans un foyer polygamique, il faut qu'il assume, qu'il veille à ce que tout se fasse dans l'égalité, l'équitabilité, etc. Sinon, vous allez créer des aigris. Tu n'as pas fait attention, les enfants ont grandi, mais ils ne vont pas te pardonner. Moi, j'ai observé ça de mon père qui veillait surtout à ça. C'était formidable. Il veillait surtout à ça. Et tout petit, j'observais ça de lui. Et quand bien même il arrivait à ma chère mère de vouloir jouer à ça, tout petit, je lui disais non. Pourquoi? Parce que je voyais mon papa veiller à ce que nous soyons égaux. C'est très important. Et ça a fait que mon papa Joseph Mouillon, je l'adore. Et tenez-vous tranquille, à sa mort, ma maman qui vient négocier pour dire, ton papa vient de partir. Est-ce que tout l'amour que tu as pour ton père, tu peux me le donner un peu? Je ne vais jamais oublier ça. Voilà. Et quelle a été votre réaction? Non, ça m'a touché.
Et je ne peux pas faire le contraire. Et elle m'a tellement donné. Je dis tellement donné, mais malheureusement, je ne m'en rendais pas compte. C'est à sa mort que j'ai vu tout le vide. Parce qu'à la veille de sa mort, elle me disait des choses. Bernard Nyonoué, je recevais tellement de bénédictions à la veille. Et au petit matin, elle est partie. Voilà, c'est très fort. Que la terre lui soit légère. Monsieur Yaoumé, mais dites-nous, souvent, on dit une malédiction proférée par une mère à son enfant. Est-ce que ça suit toujours l'enfant? Bon, là, vous êtes en plein dans le domaine spirituel. Mais j'avoue que c'est juste des choses pour nous discipliner. L'enfant qui se donne au Christ, ne sommes pas des anges, nous sommes des humains. Et nous pouvons commettre des fautes. Mais il faut que les mamans transcendent nos ormeries, comme on le dit, nos faiblesses humaines, et évitent de nous envoyer des malédictions. Ce qu'elles ne savent pas, il y a un plus fort qu'elles, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur seul. Quand lui, il maudit, c'est gravissime. Mais qu'un humain me maudisse pour une erreur existentielle, quand même, ce n'est pas souhaitable. Je dis aux femmes d'éviter ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Juste pour rebondir sur cette question, 2 ou 3 choses. La première, c'est que nous intervenons d'un point de vue, disons, chrétienne. C'est un peu ce que nous faisons. Mais de façon générale, il faut que l'enfant fasse tout possible pour éviter la malédiction de sa mère. Vous vous imaginez une femme qui vous a donné vie, si vous assistez à l'accouchement d'un enfant, c'est difficile. Hein? Ne serait-ce qu'en pensant à ce jour-là, votre mère évitera de vous dire de mauvaises choses. Donc il y a des choses que l'enfant doit tout faire pour éviter. Et dans nos sociétés traditionnelles, quand il arrivait seulement à la mère d'y penser, ou elle est en train de dire quelque chose, on pense qu'elle va aller vers la malédiction, quelqu'un lui dit non, ne dis pas. Voilà, merci. Ne dis pas. Et on peut, ne serait-ce que pour racheter l'enfant, le ligoter et le frapper. Et on dit à la mère, donne-lui ta bénédiction. Oui. Tout séné, donne-lui ta bénédiction. Et cela est important. La deuxième chose, la Bible elle-même dit, honore ton père et ta mère. Nous devons apprendre à honorer nos parents. Et honorer, c'est plus que le respect. Les élever, les considérer et leur consacrer un certain dévouement. Et cela ne peut être que bénédiction pour nous. Donc on doit éviter tout ce qui peut nous amener à arriver là. Mais même si la maman est fâchée, qu'elle se retienne de dire certaines choses. Il arrive, et c'est une horreur, que la femme se mette à se taper les seins pour dire si tu as têté ces seins-là, telle malédiction te viendra. Malheureusement, quand ça commence par pleuvoir sur l'enfant, c'est elle la première personne qui se met à courir, à chercher toutes les solutions. Et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de ce plateau spécial Fête des mères. Cette émission nous a permis de nous intéresser à la vie de la femme et les contraintes liées à la vie de la maman et les contraintes liées à cette noble tâche. Eh bien, nous sommes à la fin, je l'ai dit. Bonne fête, nous allons dire bonne fête à toutes les mamans et nous avons également une pensée pieuse à toutes les mamans qui ne sont plus sur cette terre. Merci de nous avoir suivis et très bonne fête des mères à toutes les mamans.